Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 50 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les copains, ça me fait super plaisir de vous revoir pour ce 50e épisode. Dernier épisode de la saison 2, on a fait 50 épisodes la saison 1 et c'était un challenge pour moi. Je m'étais dit, ben voilà, j'espère que pour cette deuxième saison, on fera aussi 50 épisodes. C'était l'objectif à atteindre. C'était l'objectif que je m'étais fixé, 50 épisodes. J'ai fait évoluer, j'ai acheté des lumières, j'ai changé le système de caméra. J'espère le changer pour la saison 3 aussi, pour augmenter la qualité de ces vidéos. C'est pour ça que c'est important, les amis, de s'abonner, de liker, de commenter ces vidéos, de les partager avec vos amis, etc. Puisqu'il est évident que YouTube, de là où je le diffuse, ne va absolument pas faire le travail de me mettre en avant. Mais alors ça, c'est clair. Donc, c'est à vous de le faire. Donc, je vous encourage à le faire parce que vraiment, ça me montre que vous soutenez le projet et ça me fait énormément plaisir. Je vous le dis... les quasiment 400 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne, je connais vos noms et parce que je les ai vus, parce qu'à chaque fois que je reçois une notification, je me dis merci. Donc merci aux 400 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, donc c'est le moment de vous abonner. Et donc on a fait 50 épisodes. Alors pour vous expliquer rapidement, c'est un vrai challenge parce que finalement, le but de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est non seulement de sélectionner des projets qui sont d'actualité, justement, les actualités du design, de la création et de l'innovation, mais aussi des sujets qui peuvent potentiellement vous intéresser sur des notions du design, des principes du design, mais aussi des nouvelles créations qui ont vu le jour, pourquoi elles sont intéressantes. Enfin, essayer de les commenter ensemble, d'en discuter, et puis aussi cet exercice finalement qui est... Bon, il y a ce premier exercice de sélection qui n'est pas évident, mais après, le deuxième exercice qui est celui d'allumer la caméra et de parler pendant 20 minutes. Parce que le but du jeu, c'est pas d'essayer de monter ces épisodes, c'est pas essayer de les préparer en amont, c'est vous donner une réaction spontanée et directe. D'ailleurs, réaction qui est du moment, très contextuelle, parce qu'elle peut évoluer dans le temps. Il y a plusieurs projets, vous remarquerez dans ces différents épisodes de Mes Bricolos, où j'avais un avis sur un projet, puis petit à petit, j'ai découvert d'autres projets du même créateur, et puis j'ai commandé différemment. Enfin, l'idée, c'est de montrer cette évolution, et puis cette honnêteté. C'est-à-dire que l'avantage de YouTube, c'est que je discute directement avec vous, donc j'essaie d'être le plus honnête et sincère avec vous sur les projets que je commente, ou voilà, ce beau métier qu'est le design, et de le partager avec vous. Et donc je vous conseille d'aller voir, si vous ne les avez pas encore vus, épisode numéro 46, 47 et 48, avec le petit bonus qui est l'épisode numéro 49, où je parle de mon parcours créatif en 3 épisodes, de la maternelle jusqu'à l'ENSI, mon parcours à l'ENSI, puis après mon parcours professionnel, après l'ENSI les ateliers, qui est donc l'ENSI étant l'école de design qui m'a formé au design. Et Chronique du design, c'est actuellement l'exposition qui est à la Villa des Arts de Rabat, où je présente justement mon travail sur une chaise qui est la chaise Pouf, où je montre l'évolution sur les 10 années, parce que j'ai dessiné ce meuble plusieurs fois jusqu'à arriver à cet objet final qui me convient. Donc c'est pour montrer aussi à quel point... c'est un métier qui demande de la persévérance et de l'engagement. Et aujourd'hui, pour clôturer ce 50e épisode, on va faire un épisode un peu plus léger. Le but du jeu, c'est de continuer cette série. Pas forcément donc de commenter les actualités du design. Ça, on reprendra ça septembre-octobre avec la saison 3. Mais c'est de continuer cette série où je partage avec vous un petit peu mon parcours. Et là, je me suis dit, pour terminer cet épisode, sachant que y a certainement des étudiants ou des jeunes professionnels qui me regardent, et c'est vrai que vous remarquerez, les designers partagent rarement les outils qu'ils utilisent parce que voilà, c'est leur petite tambouille interne, ils n'ont pas envie forcément de le partager. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que moi, je partage tout avec vous, vous l'avez remarqué. Mes doutes, mes commentaires, les solutions que je peux trouver, les logiciels que j'utilise. Donc là, je me suis dit, je vais partager avec vous le matériel que j'utilise, le matériel que j'ai sélectionné au fur et à mesure de ces années. Et franchement, de la souris au clavier, aux ordinateurs, aux écrans, aux imprimantes 3D, ça, on affine. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 10 ans à trouver la souris qui me convenait. Vraiment, honnêtement. Alors, ça paraît anecdotique, mais vous allez voir que c'est quand même assez important parce que quand on fait un projet de design, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le workflow. C'est-à-dire que
être un créateur, c'est pas forcément évident, dans le sens où l'idée, même si vous avez des méthodes qui vous permettent de la développer, elle n'arrive pas... ça arrive spontanément, quoi. Vous pouvez pas programmer en disant mais tiens à 9h30 demain matin je vais avoir une idée, c'est pas possible. C'est que vous bossez, puis tout d'un coup à force d'assembler et puis d'utiliser des méthodes de la création, boum, vous avez une idée qui émerge, mais vous le calculez pas forcément. Moi ça m'est arrivé à 3h du matin de me lever en me disant attends là j'ai un truc, il faut que j'y aille. On pourra vous le confirmer, des personnes qui me connaissent peuvent vous le confirmer. Donc si vous voulez dans ce sens là, c'est-à-dire que le workflow c'est le fait que au moment où une idée émerge, le temps d'allumer les machines, le temps de préparer pour commencer à la formaliser ou de prendre justement, et on va commencer avec le premier objet que j'utilise, l'iPad Pro, le temps d'allumer l'iPad Pro, de prendre le stylet et de commencer à dessiner dessus, il faut que ça se fasse directement. Il ne faut pas qu'il y ait des limites où vous dites « Ah non, je vais passer une demi-heure à tout installer pour pouvoir commencer à bosser. » Parce que là, ça y est, 30 minutes, 1 heure, et vous avez perdu cette énergie, cette spontanéité de l'idée qui émerge un peu du néant finalement. Donc déjà, le premier objet que j'utilise, c'est l'iPad Pro. Parce que, donc le dernier, parce qu'il a un écran extraordinaire, parce qu'il est accompagné justement de l'Apple Pencil, qui permet de dessiner très rapidement avec des effets d'appui. Plus ou moins, si vous appuyez plus ou moins fort, vous avez le trait plus ou moins épais, et ça c'est juste dingue. Donc il a cette facilité dans la recherche. C'est-à-dire moi j'ai une application que j'utilise pour dessiner, hein. Alors je pourrais partager ça avec vous, c'est vrai, mais c'est tellement des applications gratuites numéro 1 de dessin, il y en a plein qui existent, vous prenez celle qui vous paraît le plus adapté. Et puis après il y a autre chose qui n'est pas encore intuitif chez moi, mais que je commence à utiliser, c'est justement la réalité augmentée, c'est-à-dire le fait de modéliser des 3D sur votre ordinateur et puis après de les passer sur l'iPad et de les poser au milieu d'un espace. Et ça, c'est assez incroyable parce que quand vous êtes avec vos clients, ne serait-ce que même pour tester la volumétrie de vos objets, non pas l'ergonomie, mais en tout cas, parce que vous ne pouvez pas vous asseoir dessus, mais si vous avez dessiné un canapé, mais la volumétrie, c'est-à-dire ce que ça représente dans un espace, avec l'iPad Pro, c'est vrai que c'est pratique, parce que je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça sert, mais cette image l'explique très bien, c'est-à-dire vous êtes avec votre iPad et puis vous déposez votre 3D au milieu d'un espace et ça vous permet de le visualiser dans un volume réel. Votre 3D dans un volume réel, réalité augmentée. Et aussi, il a une fonction qui est juste incroyable, cet iPad Pro, au-delà de ces deux fonctionnalités que j'utilise principalement. Il a aussi ce qu'on appelle un capteur, un scanner LiDAR. Et ce scanner LiDAR scanne ce qui se passe autour de vous là, et met en 3D, c'est-à-dire met en volume 3D ce qui se passe autour de vous. Alors ça, c'est pas intuitif chez moi, j'ai pas l'habitude de le prendre et de l'utiliser pour scanner des objets en 3D, mais je vais commencer à le faire notamment quand je travaille avec des artisans pour pouvoir comparer justement ce que l'artisan a fabriqué et ma 3D que j'ai modélisé. Et aussi pour essayer quand vous devez prendre les mesures d'un espace, il y a un logiciel qui coûte assez cher mais qui fonctionne très bien, vous scannez par exemple, le restaurant que vous allez créer, le volume où vous allez créer ce restaurant, et lui va mettre en plan tout ça de façon très précise, qui vous permet après de pouvoir réaliser votre création. Moi, ça m'arrive tellement souvent de demander les plans à mes clients qui n'ont pas, et je suis obligé de le scanner, et ça, avec l'iPad, c'est incroyable, parce que vous pouvez le mesurer directement, et vous avez un volume 3D de l'espace sur lequel vous allez travailler. Donc ça, iPad Pro pour le workflow, c'est absolument incroyable, je vous le conseille, c'est un petit budget, et parce que c'est intéressant pour travailler, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que vous pouvez pas travailler juste avec ça. Alors maintenant, on va passer sur l'outil informatique. Alors, je possède un MacBook Pro 13 pouces à M1. À l'époque, ça fait 1 an qu'on l'a acheté. C'est ma sœur qui s'en sert principalement. Et moi, je m'en sers en déplacement j'ai installé toute la suite Adobe dessus, etc. Et ça me permet de pouvoir faire un travail d'appoint quand je suis en déplacement sur des chantiers. Donc notamment, par exemple, quand j'ai fait la scénographie pour le musée Bancal Marleb, je m'en suis servi énormément. Donc ça fonctionne très bien. Pour faire un travail d'appoint, c'est extraordinaire. Si vous êtes designer graphique, c'est phénoménal. Maintenant, si vous faites de la modélisation, c'est pas top. Alors vous avez Cinema 4D qui tourne dessus, je crois Blender, etc. Mais moi, ce sont des logiciels que j'utilise pas vraiment. Donc pour de la vidéo, pour de l'image, c'est bien. Pour du son, c'est très bien, mais
pour faire comment ça s'appelle, de la modélisation 3D, c'est pas top, si vous voyez ce que je veux dire. Donc par contre, ce qui est incroyable, c'est que vous avez une autonomie complètement dingue, et quand j'étais en déplacement, j'avais pas besoin de le charger, et ça me permettait de traiter tous les dossiers que je devais traiter rapidement pour l'imprimeur, pour faire du montage vidéo, pour faire de l'image, etc. Donc vraiment, on va dire, alors moi je partirais pas sur le dernier MacBook Pro 13 M2, ça sert à rien, je partirais sur le MacBook Air M2 clairement, ou alors directement sur les 14-16 pouces qui sont très très bien, parce que là c'est les processeurs, les derniers ultra, donc très puissants. J'ai un copain, petite dédicace à lui, qui se les procurait. Il m'a dit que sur le plan du benchmark c'était pas mal, mais que tous les logiciels n'étaient pas encore compatibles avec la puissance de la machine. Il faut le prendre en considération. Donc je vous donne cet élément là, parce que au final, moi je vais plutôt préconiser, si vous êtes un étudiant ou un professionnel du design, d'investir principalement. Je pense que l'iPad Pro et une machine centrale fixe qui vous permet de faire votre modélisation, c'est ce qu'il y a d'idéal. Le problème, c'est que moi j'utilise Rhinoceros 3D et je vous conseille vraiment de l'utiliser. La version Mac est pas terrible, la version PC est incroyable. Voilà. Rhino, c'est le logiciel. Vous pouvez utiliser d'autres logiciels de modélisation, mais Rhino, c'est juste incroyable. C'est vraiment, vous avez plein de plugins qui sont absolument dingues pour faire de la modélisation. Grasshopper, Paneling Tools, vous avez plein de choses. Que vous fassiez de l'architecture d'intérieur, du design d'espace, design produit. Rhinoceros, c'est vraiment l'outil privilégié pour ce type d'activité. Et encore, moi je dis, chaque fois qu'un stagiaire vient, je dis, est-ce que tu utilises Rhino? Non, j'utilise Blender. Je dis, mais avant de commencer à travailler Rhino, parce qu'on va travailler sur Rhino dans l'agence. Donc je vous conseille un PC. Après, j'utilise 3ds Max pour les rendus et le mapping. Et alors, pour acheter un PC, alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu problématique, parce que c'est vrai que les derniers processeurs Mac sont incroyables. Mais maintenant, ça reste quand même moins cher de s'acheter une très bonne machine PC qu'un Mac. Même si vous avez une puissance processeur qui est relative, parce que ça demande beaucoup de refroidissement, ça demande beaucoup d'électricité, contrairement justement aux processeurs Mac qui sont très peu énergivores finalement. Mais maintenant, vous avez une très bonne machine pour environ 30 000 dirhams. Vous avez une super machine, hein, vraiment incroyable, avec beaucoup de RAM. Alors, il ne faut pas se leurrer, je suis tombé sur cet article qui est assez bien fait, parce qu'il faut que ça soit une machine que vous montiez vous-même ou que vous fassiez monter par un professionnel. Mais les machines complètes montées, ce n'est pas vraiment intéressant quand vous faites de la 3D ou quand vous êtes designer. Parce qu'en fait, vous avez besoin de 3 choses. C'est un CPU, une carte graphique et de la RAM. Techniquement, ce sont les 3 choses les plus importantes. Donc, il faut vraiment choisir ça. Moi, j'ai même pas de lecteur CD sur ma machine. J'ai rien. C'est-à-dire, j'ai vraiment la carte mère, le processeur, la carte graphique et de la RAM. C'est tout ce que j'ai. Et après, j'utilise un NAS. Justement, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais je vous conseillerais de basculer là-dessus. C'est-à-dire, vous ne mettez pas des disques durs, vous ne mettez pas 5 Tera de disques durs sur votre machine. Ça ne sert absolument à rien. Vous passez sur Synology. Donc là, vous voyez, je vous l'ai fait en direct parce que je n'avais pas prévu, je ne l'avais pas mis dessus. Mais vous achetez un NAS, un petit NAS, justement en RAID 5, c'est-à-dire qu'il copie. Vous avez 3... En fait, si vous avez, par exemple, 4 Tera de mémoire, vous allez travailler sur 2 Tera et il va copier l'ensemble des données sur le reste des disques. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de sécuriser vos données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamentalement important. Donc moi, par exemple, dans ma tour, je n'ai pas de disque dur, j'ai rien. Je travaille sur un réseau avec un NAS Synology et j'ai tous mes dossiers, je sais pas, je dois avoir une dizaine de Tera de mémoire pour stocker mes données. Et voilà, s'il y a un disque dur qui crève, qui meurt, ben, j'en ai 4 autres qui copient derrière. Donc c'est très difficile. Vraiment, faut vraiment que la maison ait pris feu. Et on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui brûlent avec les températures qu'on a. D'ailleurs, petite pensée pour ce qui se passe à la fois au Maroc et en France avec toutes ces forêts qui crament. Ça fait bien mal au cœur. Mais alors, justement, ça c'est petite digression, mais qui est d'actualité. Mais sinon, à moins que votre maison brûle, et je ne vous le souhaite pas du tout, il est quasiment impossible de cramer votre NAS. Donc, vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Un iPad Pro, si vous avez les moyens pour faire un travail de dessin,
Ça, c'est génial parce qu'en plus, vous pouvez archiver vos dessins et de recherche. Et ce travail d'appoint avec quand même le LiDAR et la réalité augmentée. Le MacBook Pro, c'est un luxe, surtout si vous faites du design graphique ou du design sonore. Il est évident que le MacBook Pro est à privilégier. En tout cas, Mac, des ordinateurs Mac. Mais sinon, je vous conseille vraiment d'aller sur des PC dans lesquels vous vous débarrassez de tous les artifices qui vous servent à rien et vous vous concentrez sur une très bonne carte mère, un très bon processeur, de la RAM et bien sûr un disque dur, une SSD pour que ça aille plus vite. Voilà, processeur, RAM, carte graphique, vous mettez le paquet là-dessus, puis après le reste suivra, parce que c'est ça dont vous allez vous utiliser. Puis après, vous partez sur un NAS pour stocker vos données, comme ça vous êtes sécurisé. Au niveau de la souris, donc là, moi je vous montre ce que j'utilise. Vraiment, c'est une tour que j'ai montée moi-même, avec Windows 10 dessus, beaucoup de RAM, j'ai 64 Go de RAM, j'ai une SSD de 500 Go, mais c'est pas suffisant. Et j'ai une grosse carte graphique, une Quadro, mais c'est pas suffisant. Mais il a 6 ans, mon PC, donc il commence à être un peu passé. Il faudrait changer. Et après, alors là, c'est le détail qui fait toute la différence. Une souris. Alors là, faut partir sur celle-là, les gars, la Logitech MX Master. Bon, après, à vous de voir ce que vous préférez. Les boutons sont programmables. Vous pouvez changer les fonctions de chaque bouton. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet de créer des raccourcis directs. Vous avez des molettes non seulement qui sont très agréables, mais que vous pouvez aussi attitrer à des fonctions précises dans des logiciels précis. Ça, c'est juste dingue. Et elle a une très bonne ergonomie et une très bonne autonomie. J'ai eu plein de souris. Au bout d'1 an et demi, je les ai éclatées. Celle-là, je la touche pas. Et si jamais elle devient défaillante, je rachèterai la même. Au niveau du clavier, alors là, un peu ce que vous voulez. Moi, je suis parti chez Logitech, clavier sans fil avec cette molette. Bon, c'est le clavier quand même le plus cher de chez Logitech. Je vous avouerai que ce clavier, je m'en sers pas beaucoup. Vraiment, c'est pas un clavier, c'est pas une fonctionnalité de ce clavier dont je me sers particulièrement, mais ça reste un très 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 bon clavier. Parce que moi, en fait, à force d'utiliser les claviers, j'éclate les touches. J'ai les touches qui se barrent. Et normalement, tous les ans, je change de clavier. Ben là, finalement, le clavier, il est toujours là, et il n'a pas bougé, et il fonctionne très bien. Donc, vous avez le même modèle avec le même clavier. Bon, après, là, on parle d'un confort de touche. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et cette fonction de molette n'est pas forcément utile. Par contre, la programmation, c'est-à-dire vous pouvez associer votre clavier sur 3 machines différentes. Donc l'ordinateur, mais sur 2 autres machines. Et moi, je l'ai couplé avec, et aussi pour la souris, je l'ai couplé avec mon iPad Pro. Ce qui fait que j'ai mon iPad Pro à côté, qui est posé à côté sur un pied. Et il suffit que je change, j'appuie sur 2, et en fait, je peux taper un texte directement sur l'iPad avec le même clavier. J'appuie sur 1, je reviens sur l'ordinateur. Et pareil avec la souris, derrière, vous avez une fonction qui vous permet de passer très rapidement d'une machine à l'autre. Et ça, c'est juste le bonheur absolu. Vraiment, vous travaillez avec votre iPad, votre ordinateur, et vous changez clavier une fois là-dessus, une fois sur l'iPad, la souris pareil. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Et là, on va passer sur des produits un peu plus pointus, mais qui sont très intéressants et que je vous conseille d'avoir. Stream Deck. Alors ça, Stream Deck, c'est fou. En fait, chaque touche, vous pouvez l'attitrer à un logiciel et vous lancez directement les fonctions que vous voulez. C'est incroyable. Vous avez différents modèles. Moi, j'ai le plus grand. Alors là, en termes de workflow, c'est dingue. C'est-à-dire, vous avez une idée, vous avez besoin de lancer un logiciel, boum, t'appuies sur Photoshop, t'appuies sur Illustrator, t'as pas besoin d'aller chercher sur ton... Alors, on est dans le détail. Hein. Je vous avouerai que c'est vrai, vous allez me dire, mais t'as la flemme, tu poses Illustrator sur ton bureau, tu double-cliques dessus. Oui, mais quand t'as 3ds Max, t'as 5-6 logiciels ouverts, faut que tu réduises chaque application avec les outils, puis après, tu as InDesign, 3ds, Rhino ouvert. Ben là, en fait, c'est très facile. J'ai pas besoin de réduire les applications qui sont ouvertes. J'appuie juste sur le bouton, tac, il m'ouvre l'application. Je fais mes manips, après je le ferme. Ça facilite encore une fois le workflow. Là, on est dans le détail, mais alors cette machine, je pensais pas. Au début, je me suis dit, bon, écoute, tu l'achètes, tu verras ce que ça donne. Je veux plus m'en séparer de ce truc-là. C'est juste bonheur. Et au même titre, une autre machine, j'aurais jamais cru que j'allais m'en servir autant. Et ça, c'est encore plus dans le détail. Moi, je vous conseillerais d'acheter celle-là. Il y en a d'autres avec des boutons programmables. Mais le prix est tellement élevé parce que ça coûte une fortune. Hein. Ça coûte 150 € ce truc-là. Ça coûte 1500 dirhams. Et bien, c'est un joystick 3D. C'est-à-dire, vous avez, vous voyez cette poignée-là.
vous permet, quand vous utilisez Rhinoceros ou 3ds Max, c'est comme si vous teniez votre modèle 3D dans la main. Donc vous pouvez complètement tourner autour. C'est-à-dire vous prenez ce joystick dans la main et puis si vous appuyez, en fait, vous déplacez votre caméra et vous déplacez votre objet juste avec cette manette. C'est pour ça qu'elle coûte cher, parce c'est vraiment très sensible et elle est tridimensionnelle sur les 3 axes. Et c'est incroyable parce que quand vous travaillez sur un objet, plutôt que d'aller sur des raccourcis pour déplacer votre objet, tourner autour, là, avec votre main gauche, vous tenez ce joystick. Avec la main droite, vous avez vos outils de modélisation et vous tournez autour, vous déplacez. Alors, quand on a des caméras, quand on place des lumières, quand on fait du mapping, c'est incroyable. Quand on fait de la modélisation et qu'on a besoin de rentrer dans des détails de courbes, où on ne sait plus trop où on en est, cet objet, c'est juste phénoménal. Alors, comme on passe beaucoup de temps à faire de la modélisation quand on fait du design, que ce soit de l'architecture ou du design d'ailleurs, ça, c'est un incontournable. Ça coûte une petite fortune pour ce que c'est, hein, je veux dire, parce que vous allez vous en servir que pour la modélisation 3D. Mais honnêtement, c'est un must-have. Et après, on va terminer avec les imprimantes 3D. Donc moi, j'ai une Ultimaker. J'ai une Ultimaker parce que c'est indestructible. Ça fonctionne super bien. Il y a plein de pièces détachées que vous pouvez acheter sur Amazon et ailleurs. Ce sont des très bonnes machines, très fiables. Vous pouvez, là, vous avez des co-extrusions, c'est-à-dire, vous pouvez envoyer du PLA, donc le plastique qu'on utilise, et du PVA, c'est-à-dire un plastique qui vient se dissoudre dans l'eau. Ce qui est très important pour les supports. Donc là, on rentre un peu dans le détail. Bon, moi, j'utilise Ultimaker. C'est beaucoup plus cher, mais c'est aussi beaucoup plus fiable. Maintenant, si vous avez un budget plus limité, et je pense qu'à terme, je m'en procurerai une, ne serait-ce que pour avoir le volume d'impression, Creality, qui est dingue. Parce que vraiment, vous avez des super machines avec des volumes, bon, la pub, on s'en fout un peu, mais vous avez des machines avec des volumes d'impression qui sont dingues, et vous avez du SLA et du FDM, c'est-à-dire des lasers impression résine, un peu dégueulasse, plus petite impression, mais très bien pour faire du bijou. Alors que là, on peut faire vraiment de la très grosse impression, et c'est beaucoup plus rapide. Donc, bon... Maintenant, le problème d'Ultimaker, c'est qu'il a été racheté par Stratasys cette année. Et on a vu ce qu'ils ont fait avec MakerBot, c'est-à-dire ils les ont bouffés, ça a complètement disparu. Donc j'espère vraiment que Stratasys, c'est eux qui ont le brevet de l'impression 3D fermée. Donc ça peut être bénéfique pour Ultimaker dans le sens où ça va leur permettre d'accéder à des brevets qu'ils n'ont pas et donc de pouvoir faire des imprimantes plus performantes. Maintenant, l'avantage du Ultimaker, c'est que c'était des très bonnes machines, très fiables. Mais quand Stratasys, on a vu ce qu'ils ont fait avec MakerBot, je suis très très inquiet de voir ce qu'ils vont faire avec Ultimaker. Et notamment avec le logiciel qui s'appelle Cura, qui est le logiciel qui est le slicer, c'est-à-dire qui permet de faire la découpe de ton objet en 3D qu'après tu vas imprimer. Et maintenant que Stratasys s'est acheté Ultimaker, il s'est acheté aussi Cura. Et Cura est quand même ouvert, tout le monde peut l'utiliser. Maintenant, ça va être compliqué. Donc, je suis un peu dégoûté, ouais, je vous l'avouerai. Donc, je trouve que l'alternative, Creality, bon, je l'ai prononcé super mal, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Et donc, les Under ou la série CR, qui permet d'avoir une plus grande surface d'impression avec des budgets quand même, on est à 530 €, à 5-6 000 dirhams, c'est quand même super compétitif comme machine. Et je terminerai avec les bobines. Donc moi j'utilise Colorfab, j'achète mes bobines chez eux parce qu'ils ont beaucoup de bobines avec de très bonne qualité. Et aujourd'hui, en fait, vous pouvez avoir des bobines qui coûtent pas cher, hein. Vous pouvez avoir des bobines à 15 € le kilo. Mais alors, la qualité est tellement naze que vous allez toujours avoir des problèmes et vous allez jeter la moitié de vos impressions parce qu'elles ne se feront pas correctement. Là, l'avantage de Colorfab, c'est que le matériau est très bon. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment imprimer avec du détail, vous pouvez vraiment imprimer plein de choses. Et en plus, ils proposent des matériaux très intéressants. Bon, vous avez du PLA, mais vous avez aussi des matériaux un peu dingues. Vous pouvez imprimer du bois, de la pierre, du graphite. Vous pouvez imprimer pas mal de choses. Donc, ils testent et ils expliquent sur leur site internet. Ils disent, bon, voilà, ce matériau, c'est en expérimentation. Vous allez peut-être on vous conseille, ils vous donnent tous les conseils d'impression. La taille de la tête, si vous êtes sur du 0,4, 0,08, enfin si vous allez monter ou descendre en termes de
je rentre dès le détail, mais ça peut vous aider, quoi. Donc en fait, il vous donne toutes les indications pour bien imprimer votre modèle. Donc voilà, on termine cet épisode numéro 50. J'espère qu'il n'a pas été trop barbant. Alors, c'est vrai, hein, si vous n'êtes pas dans le design, que vous n'êtes pas étudiant ni professionnel du design et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, les gars, vous êtes des champions. Parce que c'est le genre de truc, moi ça me passionne. Hein. Je suis sûr qu'il y a peut-être des étudiants qui sont là, ah, mortel, ils utilisent ça, je savais pas, on peut utiliser ça. Donc voilà, alors si vous l'êtes pas du tout, bravo les gars. Donc merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette chaîne et d'être déjà 400. On essaye d'être 500 avant la saison 3, ça me ferait super plaisir, même si je pense que ça va être un peu compliqué, mais c'est cool. Et puis voilà, ça me fait plaisir que vous souteniez le projet. Moi, je vais continuer. Alors, je reprendrai en septembre. Généralement, j'attends la keynote d'Apple avec les nouveaux iPhones pour lancer les nouveaux épisodes de mes bricolos. Mais on verra bien. Là, je vais partir pour un peu de vacances, un peu de repos. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Donc, merci à tous. Je vous laisse avec tous les autres épisodes de la saison 1, de la saison 2. Vous avez plein de choses à voir si vous ne les avez pas encore consultés. Et puis, on se retrouve en septembre, en octobre, pour la saison 3 de mes bricolos. Slama à tous et à très bientôt. Hein. Je vous laisse, je vous ai montré à gauche, à droite, il y a des épisodes. Je le ferai jusqu'au dernier. Je mets tout le temps. Donc, à gauche, à droite, un épisode. Et on se retrouve donc septembre, octobre. Slama à tous.